Bonjour et bienvenue pour une interview exclusive avec le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui est en duplex avec nous depuis Niamey. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup. Monsieur le Président, comme beaucoup de pays sur la planète, votre pays a commencé à recenser des cas de coronavirus, plusieurs dizaines, 5 décès. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé que le coronavirus pourrait faire des millions de morts en Afrique. Est-ce que vous partagez ces craintes? Je partage effectivement ces craintes parce que le Covid-19 risque de contaminer entre 40% et 70% de la population mondiale. Si on applique cela à l'ensemble de la population africaine, on peut assez facilement confirmer les chiffres avancés par le secrétaire général. Le monde vit une crise sanitaire qui n'a pas de précédent depuis un siècle, depuis la grippe espagnole que vous connaissez, des années 1918-1920. Donc nous sommes face à une crise sanitaire mondiale qui n'épargne pas malheureusement l'Afrique. Alors, dans votre pays, vous avez présenté récemment un plan de mesures sanitaires et économiques, notamment un couvre-feu dans la capitale Niamey, un soutien financier aux entreprises, aux classes populaires, un plan estimé à 700 milliards de francs CFA, ce qui représente quand même plus de 7% du PIB. Vous êtes un pays qui consacre déjà presque 20% de son budget à la sécurité. N'est-ce pas pour vous mission carrément impossible? C'est une mission extrêmement difficile. C'est une crise sanitaire qui vient s'ajouter à la crise sécuritaire que nous connaissons déjà et qui nous consomme, vous venez de le dire, près de 17% des ressources budgétaires. Nous avons fait donc un plan de riposte face à cette crise sanitaire et nous avons évalué un peu les conséquences humaines avec le nombre de morts qu'il peut avoir dans le pays. Nous avons évalué également les conséquences sociales et économiques de cette pandémie et le coût du plan de riposte qu'on a mis en place et celui que vous venez d'indiquer, ça fait à peu près 1 milliard d'euros pour faire face aux conséquences notamment sociales et économiques de cette pandémie. Parce que les mesures qu'on a prises ont des incidences sur la croissance du pays. Nous allons réviser à la baisse le taux de croissance. Ça aura une incidence si des mesures fortes ne sont pas prises sur l'inflation. Et là également, nous avons pris des mesures, y compris qui vont porter sur l'encadrement des prix afin de contenir l'inflation et de protéger les ménages, surtout les ménages les plus pauvres. Nous avons fait un plan de soutien social justement pour les couches sociales les plus défavorisées afin de limiter les effets négatifs de cette crise sanitaire. Mais appelez-vous à l'aide la communauté internationale parce qu'on sent bien que c'est difficile. Je prends un exemple d'une déclaration du président du Bénin, Patrice Talon, qui affirme que son pays n'a tout simplement pas les moyens d'imposer un véritable confinement à sa population et que donc il y a besoin d'aide extérieure à un moment où les pays occidentaux sont eux-mêmes totalement obsédés par la lutte contre ce virus. Le président Talon a tout à fait raison. On voit bien que même les pays les plus développés sont débordés. Et par conséquent, nous, on doit l'être encore plus parce que nos moyens sont plus faibles, nos capacités, nos systèmes de santé sont plus fragiles. Et donc, on a besoin effectivement d'une expression très forte de la solidarité internationale face à cette crise. Il nous faut davantage de soutien. Et cette crise révèle, avec la mondialisation, avec la globalisation, que le monde est réellement devenu un village. Ce qui se passe en Chine concerne le Niger, concerne tous les pays du monde. C'est un peu ce que moi j'appelle l'effet papillon, qui est en train d'être amplifié par les crises qui surviennent dans le monde. Donc cet effet papillon doit nous amener à réfléchir sur sur un nouveau paradigme, je dirais, en ce qui concerne même la gestion, la gouvernance politique et économique mondiale. Il faut plus de solidarité, il faut plus d'égalité. Et dans le monde, nous sommes sur le même bateau. Si le bateau coule, on va tous couler avec.
Faut-il un plan Marshall d'urgence pour l'Afrique face à cette pandémie? Absolument. Déjà, avant la pandémie, l'Afrique avait besoin d'un plan Marshall pour son développement économique, pour lutter contre la pauvreté. Cette pandémie est un argument de plus pour justifier la nécessité d'un plan Marshall pour l'Afrique. Rappelez-vous, ce plan Marshall, pour ceux qui nous écoutent, c'était un plan qui a été réservé à l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui avait nécessité la mobilisation de près de 4% du PIB des États-Unis. Or, si les pays développés pouvaient engager 1%, 2% de leur PIB, cela peut permettre effectivement de mobiliser les ressources qui puissent permettre à l'Afrique non seulement de faire face à cette pandémie, mais aussi de s'attaquer aux problèmes de développement économique et social, aux problèmes de pauvreté qui se posent dans les pays africains. Selon une note du Quai d'Orsay, les experts français estiment que la crise du Covid-19 pourrait être en Afrique, je cite, la crise de trop, qui déstabilise durablement, voire qui met à bas des régimes fragiles au Sahel. Est-ce que vous craignez cela? Bon, j'ai lu cette note à laquelle vous faites allusion. Mais moi, j'aurais voulu compléter l'analyse par ce que je viens de dire. La crise est peut-être l'occasion de réfléchir au niveau mondial sur la gouvernance politique et économique mondiale. Il faut un nouveau paradigme. Il faut, je crois, promouvoir davantage certaines valeurs dans le monde, comme la solidarité, comme l'égalité. C'est cela, je pense, qui est important. C'est cela qui permettra de dire que nous sommes conscients du fait qu'il doit y avoir un avant Covid-19 et un après Covid-19. Monsieur le Président, votre pays lutte, comme les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Mali, contre les groupes djihadistes. Déjà, la mobilisation internationale était difficile. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec justement cette obsession, bien normale dans beaucoup de pays, sur le Covid-19, les djihadistes n'en profitent pas justement pour gagner du terrain, parce que déjà, il semble que depuis des mois, ils ont tué beaucoup de soldats, y compris des soldats nigériens? Je pense qu'il faut qu'on continue à se battre sur deux fronts. On doit être capable de pouvoir le faire face au terrorisme, et également faire face à cette crise. Et je pense que dans cette perspective, on ne sera pas abandonné par la communauté internationale afin de pouvoir se battre sur les deux fronts. Cela est nécessaire pour la sécurité mondiale, la sécurité tout court d'abord, et puis pour la sécurité sanitaire mondiale. Parce qu'on a vu par exemple la France annoncer le retrait de ses troupes d'Irak en raison du Covid-19. Est-ce que vous ne craignez pas que la même chose se produise par exemple pour l'opération Barkhane? On vient d'apprendre que certains soldats ont d'ailleurs été testés positifs. Est-ce que vous ne craignez pas un retrait français qui pourrait être fatal à ce combat? Je voudrais profiter de votre question pour remercier la France qui est principalement un des rares pays qui soit resté à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Il y a une solidarité très forte qui s'est exprimée de la France vis-à-vis des pays du Sahel. Nous saluons cette marque de solidarité et nous pensons que cela va se poursuivre. Nous avons un ennemi commun, le terrorisme qui sévit au Sahel, et aussi l'ennemi de l'Europe, et la France l'a compris. Et c'est pour cela que je fonde l'espoir que ce combat-là commun, nous le continuerons ensemble avec la France et tous les autres partenaires qui voudraient bien venir se battre avec nous, parce que la sécurité, comme on a coutume de le dire, est un bien public mondial. Donc se battre au Sahel contre le terrorisme, c'est se battre pour la sécurité du monde entier. Donc, est-ce que vous avez reçu des assurances de Paris que malgré cette crise sanitaire, la France, et notamment l'opération Barkhane, resteront en place et poursuivront les buts qui ont été définis au sommet de Pau récemment? J'ai la conviction que la France va rester à nos côtés. Et d'ailleurs, récemment, il y a une déclaration qui a été rendue publique par rapport à
l'opération, comment ça s'appelle, Tabouka. Par rapport à l'engagement de certains autres pays européens, l'opération Takuba. Donc, on constate qu'il y a des renforts qui arrivent, et donc pour appuyer encore l'opération Barkhane qui est déjà à nos côtés depuis des années. Juste une toute dernière question très rapide. Est-ce que vous avez les mêmes informations que la France concernant l'otage Sophie Petronin? La France affirme avoir des preuves de vie récentes. Oui, nous avons également les mêmes informations. Nous avons des preuves de vie de notre côté, et nous savons également, bien qu'on sait qu'elle est malade, mais bon, son état de santé ne s'est pas dégradé. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou, d'avoir répondu aux questions de France 24 dans ces circonstances évidemment particulières. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive sur nos antennes.